Bonjour, mon nom est Marie-François et aujourd'hui je vais vous parler de la séduction et du féminisme à la française. Alors, lorsque le professeur Bourdon-Rionnet nous a demandé de choisir un sujet pour l'exposé oral, je venais tout juste de terminer la lecture d'un article qui rapportait la sortie de Catherine Deneuve et d'un collectif de 100 femmes qui, en réaction à l'affaire Weinstein, revendiquaient la liberté d'importuner. L'article faisait référence aux notions de séduction et de féminisme à la française. J'en profite pour mentionner que je suis d'origine québécoise et que je n'avais jamais entendu l'expression féminisme à la française. Je n'avais jamais non plus réfléchi au caractère national de la séduction ou du féminisme, alors j'ai voulu savoir de quoi il était question et en quoi le féminisme à la française se différencie du féminisme dit à l'américaine, à laquelle on l'oppose souvent. Alors, pour commencer, j'ai lu l'article Au-delà du consentement pour une théorie féminisme de la séduction d'Éric Fassin. Éric Fassin est un sociologue et un chercheur qui travaille principalement sur les questions sexuelles et raciales. Dans la première partie de son article, intitulé « La culture et l'histoire », Fassin rappelle l'affaire DSK et affirme que les réactions à cette affaire révèlent des différences culturelles importantes entre la France et les États-Unis. Alors, pour rappeler un peu les faits, cette histoire commence en mai 2011, alors que Dominique Strauss-Kahn, qu'on appelle souvent DSK, a été arrêté à New York pour agression sexuelle et tentative de viol à l'endroit d'une employée de l'hôtel où il logeait. Cette nouvelle a fait scandale parce qu'il était à l'époque directeur général du Fonds monétaire international et aussi un candidat pressenti du Parti socialiste français pour les élections de 2012. Alors, DSK a plaidé non coupable et a été libéré après un long procès parce que la crédibilité de la plaignante était mise en doute. Les charges qui pesaient contre lui ont donc été abandonnées, mais il a été ensuite accusé à nouveau, cette fois-ci le 4 juillet, par la journaliste et écrivaine Tristan Bannon, qui l'accusait de tentative de viol en 2003. Le parquet de Paris a reconnu que DSK avait sans doute bel et bien agressé Bannon, mais il n'a pu être inculpé car les faits remontaient à trop longtemps. Alors, le débat sur le féminisme à la française a pris beaucoup d'ampleur suite à l'affaire DSK. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les médias et les personnalités publiques qui se sont exprimées ont, dans plusieurs cas, discuté davantage des rapports entre les hommes et les femmes dans la société française que des événements entourant cette affaire. Il y a eu en France beaucoup de manifestations de groupes de femmes contre le sexisme et les abus subis par les femmes. Et il y a également eu, ce qui a souvent créé beaucoup de surprises de ce côté-ci de l'Atlantique, des manifestations de soutien à DSK. Les défenseurs de DSK ont affirmé que la femme de chambre était sans doute consentante au départ, mais qu'elle avait probablement tout simplement changé d'avis en cours de route. Et ils ont aussi affirmé que les Américains ne comprenaient tout simplement pas les mécanismes de la soi-disant séduction à la française, qui est, ils l'admettent, souvent plus lourde et insistante, mais qui n'est pas une forme de harcèlement. La deuxième partie de l'article de Éric Fassin traite de la notion de féminisme à la française. Dans cette partie, Fassin relate et analyse les grands moments d'une polémique lancée par le New York Times le 18 mai 2011, lorsque le quotidien a posé la question suivante à ses lecteurs suite à l'affaire DSK. Alors, voici la question. En France, les femmes se montrent-elles plus indulgentes face aux écarts de conduite masculins, qu'il s'agisse d'infidélité affichée ou de harcèlement sexuel au travail, ou est-ce bien là un stéréotype? Comme vous pouvez vous l'imaginer, cette question a suscité de vifs débats des deux côtés de l'Atlantique, et la polémique s'est poursuivie dans le New York Times, dans le journal Libération et dans beaucoup d'autres publications durant plusieurs mois. Selon Fassin, ce débat est très pertinent parce qu'il met en lumière plusieurs enjeux en ce qui concerne les rapports entre les sexes en France et il nous conduit à nous intéresser à la question de la séduction dans la société française.
L'historienne américaine Joan W. Scott a répondu à la question du New York Times le 20 mai 2011 dans une lettre qui a semé la controverse parce qu'elle affirme en gros que, oui, à son avis, les femmes se montrent plus indulgentes face aux écarts de conduite masculins en France. Elle affirme que la culture française tolère depuis longtemps les comportements tels que celui de DSK, et qu'il s'agit même dans certains cas d'un trait de caractère national des Français. Elle dénonce ensuite le rôle d'intellectuelles françaises comme Mona Ozouf et Claude Habib dans la légitimation d'une culture fondée sur l'art de la séduction. Et elle dénonce leur thèse parce qu'elle laisse entendre que le féminisme n'est pas nécessaire en France, parce que l'homme français sait aimer les femmes. Alors, elle dénonce également le fait que ces auteurs, Habib et Ozouf, ridiculisent le féminisme américain, qu'elle associe à la haine des hommes et au puritanisme. Scott dénonce aussi les défenseurs du DSK qui insistent sur le fait que les Américains confondent, à son avis, à leur avis devrais-je dire, tentative de séduction et tentative de viol. Elle cite Bernard-Henri Lévy qui a dit de DSK qu'il était un séducteur, un charmeur, mais pas un violeur. Pour Scott, les accusations portées contre DSK montrent que la séduction n'est pas un art, mais plutôt un droit que certains hommes puissants croient associer à leur statut et à leur sexe. Alors, comme on peut s'y attendre, Irène Théry a répliqué le 30 mai 2011 dans un article publié dans Le Monde, où elle dénonce dans un premier temps le New York Times, parce que le journal a posé, selon elle, une question qui fait l'étalage de stéréotypes anti-français. Et ensuite, dans un deuxième temps, elle défend ce qu'elle appelle le féminisme à la française. Alors, je la cite ici, et elle écrit « Le féminisme à la française est toujours vivant. Il est fait d'une certaine façon de vivre, et pas seulement de penser, qui refuse les impasses du politiquement correct, veut les droits égaux des sexes et les plaisirs asymétriques de la séduction, le respect absolu du consentement et la surprise délicieuse des baisers volés. » Évidemment, Scott n'est pas d'accord avec la réplique de Théry, et elle déclare que ce féminisme à la française, le féminisme à la française de Théry, n'est pas un féminisme dans lequel toutes les féministes françaises se reconnaîtront. Il est d'ailleurs important de noter que Scott ne reconnaît pas l'existence d'un certain féminisme à la française. Quand elle utilise cette expression, c'est pour faire référence aux propos de Théry. Selon Scott, dépendre de la théorie française de la séduction, c'est d'affirmer que l'inégalité des hommes et des femmes fonde le jeu de la séduction. Le 17 juin 2011, Théry, Habib, Ozouf et Reynaud contre-attaquent dans un article du journal Libération où ils accusent Scott de n'avoir rien compris. Ils soutiennent que la séduction et la galanterie occupent une place privilégiée dans les relations hommes-femmes en France, ce qui permettrait une harmonie entre les sexes qui ne s'observe pas ailleurs. Et ils croient aussi qu'il existe une différence entre les sexes que l'on doit non seulement conserver, mais aussi valoriser. Alors, j'ai retenu quelques extraits de leur texte. D'abord, ils affirment « Nous plaidons non coupables ». Notre attachement à la littérature française nous a légué des nuances infinies, amour tendre, galant, libertin, romantique. Si l'on peut vivre à la fois le respect absolu du consentement et la surprise délicieuse des baisers volés, c'est grâce à ces modèles si variés de comportement. Claude Habib s'attache d'ailleurs beaucoup à la littérature française et dans son livre intitulé La galanterie à la française, elle analyse la littérature des 16e et 17e siècles et explique en s'appuyant entre autres sur Crébillon, Maripault, Rousseau, Diderot, Molière et bien d'autres, comment s'est développée ce qu'elle appelle la pratique galante, qui est, selon elle, une pratique où s'entremêlent le goût de la conversation et celui de la séduction, l'audace et la retenue, de même que l'éloge de la discrétion et le refus de la brutalité.
Claude Habib écrit que la galanterie est une forme de générosité que les hommes ont développée à l'égard des femmes, et elle croit que les hommes doivent continuer à assumer leur rôle de protecteur naturel. Pour Philippe Reynaud, la galanterie compense l'inégalité des sexes par la politesse, le respect et la générosité, ce qui conduit à une forme particulière d'égalité en France. Mona Azouf affirme également que, contrairement au féminisme américain plutôt agressif, le féminisme français ne cherche pas à opposer des hommes collectivement coupables à des femmes collectivement victimes. Selon elle, il y a en France un commerce heureux entre les sexes et non une guerre des sexes comme aux États-Unis. L'essayiste Pascal Bruckner et le correspondant du journal Le Devoir Christian Rioux dénoncent de leur côté ce qu'ils voient comme le féminisme à l'américaine. Christian Rioux affirme qu'il existe une opposition entre un féminisme anglo-saxon belliqueux et un féminisme français réformiste. Je devrais dire réformiste. Selon lui, il y a aux États-Unis une guerre des sexes alors qu'il y a un équilibre dans les relations entre les hommes et les femmes en France. À son avis, il y a en Europe latine une culture ancienne de la conversation et une tolérance aux faiblesses humaines qui n'existe pas aux États-Unis. Pascal Bruckner pousse encore plus loin en affirmant que l'affaire DSK a révélé le puritanisme des Américains et qu'il existe aux États-Unis une alliance entre le féminisme et la droite ultra-conservatrice. Mona Azouf considère également que le féminisme américain est radical et affirme la conception du viol est emblématique de cet extrémisme. On lui donne aux États-Unis une définition assez élastique pour ne plus comporter l'usage de la force ou de la menace et pour englober toute tentative de séduction, fût-elle réduite à l'insistance verbale. Plusieurs auteurs répliquent à ces attaques contre Scott et contre ce qui est décrit comme étant une forme de féminisme à l'américaine. Parmi ceux-ci, j'ai retenu Didier Héribon qui écrit « Le féminisme à la française dont se revendiquent les critiques de Scott est en fait un mélange fort classique et transnational de poncifs anti-féministes et d'homophobie militante. » Donc, pour lui, ce féministe prône l'idée qu'il faut retourner à une harmonie entre les sexes qui n'a jamais existé et qui est basée sur l'inégalité des sexes. Il ajoute que la fureur que l'article de Scott a déclenché relève un spectaculaire déplacement vers la droite de la pensée politique au cours des années 1980 et 1990. J'ai également retenu les propos de la philosophe Geneviève Fraisse, qui dénonce aussi l'idée d'un féminisme à la française. Elle écrit le féminisme français, né à l'ère post-révolutionnaire, nous explique le mécanisme de la domination masculine comme un tout. La galanterie, ou mixité, est le contrepoint d'un pouvoir masculin fortement symbolique. Donc, en d'autres mots, pour elle, l'idée de la séduction à la française ne fait que supporter l'idée de la domination masculine. Éric Fassin conclut cette section de son article en citant la sociologue et auteure féministe Christine Delphi, qui affirme « Il y aura un avant et un après DSK. Le pays tout entier a été secoué autant par la réponse rapide des féministes que par le sexisme des amis. » Il ajoute que les tenants de la séduction à la française ont eu leur heure d'écoute, mais que même s'ils ont semblé gagner la guerre des mots, quoi qu'on en dise, la conclusion est que ça ne passe